Bonjour et bienvenue pour ceux qui nous rejoignent dans cette deuxième partie d'après-midi consacrée à la transition. Et pour cette conférence atelier, on va appeler ça comme ça, discussion avec Emmanuel Druon, donc comment engager la transition dans votre entreprise. Il se trouve justement que M. Druon a engagé une sacrée transition dans son entreprise. Vous avez rejoint Pocheco en 1997. Pocheco fait des enveloppes à la base, mais pas seulement, parce qu'avec vous, l'entreprise s'est considérablement transformée et développée. Vous avez transformé les modes de production, les fournitures, les bâtiments, la consommation, le mode d'organisation de l'entreprise. Et puis, vous avez aussi développé un cabinet de conseil il y a une quinzaine d'années qui justement accompagne les entreprises qui, elles aussi, veulent s'engager dans la transition. Et vous faites ça dans le monde entier. Donc, moi, ce qui m'a frappé en découvrant un petit peu votre parcours, c'est que j'ai l'impression que vous mettez fin, enfin, vous pourfendez ce débat un petit peu stérile, cette opposition entre la technologie va sauver le monde ou non, la technologie est la cause de tous nos maux. Vous avez vraiment innové à la fois sur le plan technologique pour arriver à faire les meilleures enveloppes possibles avec le moins d'impact possible, et puis aussi dans le domaine humain, social, sociétal, en revoyant complètement vos modes d'organisation. Alors c'est un petit peu tout ça que Emmanuel Druon va nous raconter cet après-midi, mais alors tout d'abord, on va avoir droit à un petit film de 5 minutes. Moi, je vous quitte, je parlerai de vos livres après, et puis je vous laisse découvrir le parcours de l'entreprise Pocheco. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un produit qui va révolutionner votre manière d'échanger des informations. C'est un produit léger, puissant, élégant. Un produit que vous pouvez tenir d'une seule main, aux fonctionnalités simples et intuitives. Échanger des documents, dossiers, photos et vidéos en toute confidentialité, sans que le poids ni le format de vos données ne soient un frein, n'a jamais été aussi simple. Sans aucune connexion à aucun réseau, sans risque de virus ni de panne. Nous appelons ce produit enveloppe. Pour celui qui l'utilise, uploader des documents et les verrouiller deviennent un jeu d'enfant. Un simple test optique permet de valider l'intégrité des données avant de les sceller, littéralement, grâce au dispositif fermeture qui sécurise les données, ne les rendant visibles qu'au destinataire. La confidentialité du transfert de données par enveloppe est assurée grâce à l'opacité naturelle de la couche de cellulose et de carbone constituant sa surface. Le nom de ce matériau innovant ? Papier. Pour le destinataire, l'information devient accessible grâce à un système de détection optique personnel qui lui permet de s'identifier. Plus besoin de mot de passe ni de code d'accès. Ce dispositif intuitif est possible grâce à l'écran translucide. Vous offrant une vue imprenable sur le futur, nous l'avons appelé « fenêtre ». Et l'échange de gros fichiers, de formats insolites, de réalisation en 3 dimensions, deviennent possibles, grâce à la capacité modulable de cette technologie, capable de contenir des gigaoctets d'informations. Mais enveloppe ne doit pas sa puissance à sa taille. Portable et compacte, vous pourrez la glisser dans votre poche. Pesant seulement quelques grammes, enveloppe est pourtant résistante. Faites-la tomber. Marchez dessus. Vous verrez. Vous ne la briserez pas. Sans batterie, sans accessoires et sans fil, enveloppe jouit d'une autonomie allant jusqu'à plusieurs années. Nous avons une application agréée pour la récupération et la revalorisation de ses composants, malgré son obsolescence déprogrammée. D'un simple geste, vous pouvez déplacer enveloppe à corbeille. Enveloppe est 100% recyclable et ne contient aucun produit nocif. Rejoignez les millions de personnes déjà converties à enveloppe, qui travaillent, s'amusent et vivent autrement. Bienvenue dans l'ère d'enveloppe. Bienvenue dans l'avenir. Merci beaucoup de votre accueil et merci de vos sourires. Mehdi est talentueux et c'est un texte qu'il a écrit avec Elisabeth, qui travaille tous les deux chez Pocheco depuis maintenant quelques 10 ans. Je suis Emmanuel Druon, je vous remercie beaucoup de votre accueil.
Je suis très intimidé mais très heureux de venir échanger avec vous cet après-midi et d'essayer de vous faire le récit dans un premier temps de ce que nous confrontons sur un marché en effondrement. Il faut probablement être un tout petit peu gonflé pour venir parler d'avenir dans la même phrase que de parler d'enveloppe. Parce qu'à l'ère du numérique, clairement, et depuis 30 ans, notre marché s'effondre et les volumes baissent très fortement. Alors, cette usine Pocheco est en France et je peux vous donner un chiffre. Il y a 30 ans, la Poste française transportait 23 milliards d'enveloppes par an et elle prévoit dans 10 ans d'en transporter 4 milliards. Donc, et malgré l'efficacité environnementale de certains types d'enveloppes et de certains types de papier, parce que bien entendu, le diable se cache dans les détails, et je vais y revenir dans une seconde. Donc, quand j'ai pris mes fonctions en 1997, l'entreprise était déjà dans cette situation difficile de ce métier qui est son marché principal, son métier depuis 1928, fabricant d'enveloppes, et le numérique progressivement efface les usages du papier. Pourtant, cette usine a une capacité de produire jusqu'à 2 milliards d'enveloppes par an pour des banques, des compagnies d'assurance, des compagnies de téléphonie mobile qui adressent à leurs millions de clients des factures, des relevés de compte ou des relevés de situation. Et donc en 97, quand j'ai questionné les approvisionnements de papier, ne connaissant pas encore les termes d'analyse de cycle de vie ou de bilan carbone, je n'avais pas encore été en contact avec l'ADEME et je n'avais à l'époque pas non plus encore lu les premiers rapports du groupement intergouvernemental des études sur le climat, qui pourtant étaient déjà parus. Et c'est donc plutôt en m'appuyant sur une forme de, je crois, de bon sens que je me suis dit, si avoir du travail, fabriquer des enveloppes est le pendant du massacre de la forêt, alors j'arrête tout de suite. Et on a lancé une étude comparative avec l'aide du CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, à qui on a demandé de nous dire quel est l'impact d'une facture qui arrive par Internet ou d'une facture qui arrive par la voie postale. Et le résultat qui est très surprenant, c'est que c'est 13 fois plus polluant, selon les usages, c'est 13 fois plus polluant d'envoyer une facture par Internet. Alors ça, quand on l'a dit au moment où l'étude est sortie, donc il y a plus de 20 ans, évidemment, ça n'intéressait personne. Aujourd'hui, le débat se fait plus présent et on se questionne sur les impacts du numérique. Pourtant, de fait, je ne suis pas Bill Gates et il y a peu de chances pour que je renverse la tendance à moi tout seul. En revanche, au titre de l'entreprise et des gens avec lesquels je travaille, peut-être qu'on peut faire quelque chose à notre échelle. Et c'est exactement ce que nous avons commencé à faire avec mes 70 collègues. Nous avons travaillé d'abord à chercher une forêt qui soit exploitée dans des conditions qui nous paraîtraient raisonnables. Nous avons cherché et nous avons trouvé en Finlande une forêt qui est gérée par des forestiers aguerris et qui, au lieu de coupe à blanc, procède par des coupes d'éclaircies. Alors on a été voir ça. La coupe d'éclaircie, vous savez qu'on préserve une partie des sujets, des arbres, et on coupe ce qu'il y a autour. Mais j'étais interpellé par le soin qu'il portait aussi à préserver le couvert forestier, de façon, m'expliquait-il, à préserver la biochimie du sol. Et à chaque fois qu'ils coupaient un arbre, ils en replantaient entre 4 et 10. Dans le respect de la biodiversité des espèces. Alors vous me direz, en Finlande, la biodiversité des espèces, c'est des pins, des sapins et des bouleaux. Et donc, la biodiversité était à ce moment-là préservée. Et quand on regarde autour de cette usine, en l'occurrence une unité qui appartient à un groupe mondialisé,
On voit d'abord l'usine de pâte à papier. Et quand on monte sur la cuve de cette pâte à papier, de cette usine à pâte à papier, à 50 mètres de haut, à 360 degrés, on ne voit que de la forêt à perte de vue. Donc, on est sur un territoire qui est, je crois, couvert par 96% par de la forêt. 96, pardon, par la forêt. Et donc, on se dit, bon, alors tout ça consomme beaucoup d'eau. En effet, mais 95% de l'eau qui est utilisée pour fabriquer la pâte à papier et ensuite, dans l'usine adjacente, le papier qu'on va utiliser pour fabriquer des enveloppes, est renvoyée dans l'environnement. Et dans quelles conditions ? Forcément, pour faire la pâte à papier puis le papier, on y ajoute des produits. Quels sont-ils ? Quelle est la recette base ? Telles étaient les questions qu'on posait et auxquelles nous avons ensemble progressivement pu répondre en améliorant la situation. Mais on s'est aperçu que depuis les années 70, ce papetier faisait un travail de filtration tel sur l'eau qui était rejetée, puisque 95% de l'eau utilisée pour fabriquer du papier est rejetée dans l'environnement, de nettoyer complètement cette eau tellement qu'elle ressortait dans l'environnement quasi morte, au point qu'ils ont mis en place un procédé pour réinjecter des bactéries de façon à ce qu'elles soient vivantes et renvoyées à température, quelle que soit la période de l'année où on renvoyait l'eau dans l'environnement. Et puis, une fois qu'on a fabriqué le papier, il faut le transporter. Et là, ça partait en train jusqu'au port de Cosco, qui était à 70 km de l'usine. Et ensuite, ça prenait le bateau pour quitter le golfe de Finlande et arriver jusqu'à Anvers en Belgique, qui se trouve à 120 km de notre site industriel. Et quand on sait que les containers, supercontainers et porteurs de supercontainers envoient beaucoup de soufre dans l'océan, alors on se préoccupe. Et c'était justement aussi une préoccupation de ces papetiers qui avaient découvert qu'un des produits résiduels, un des déchets produits par la fabrication de la pâte à papier était une liqueur brune, visqueuse, qui faisait beaucoup penser à du pétrole, mais qui ne contenait pas de soufre et qui, par conséquent, a servi de carburant à ces bateaux qui n'envoient pas de soufre dans l'eau. Donc les derniers 120 km qui se font malheureusement pour l'instant encore par camion parce que le rail ne permet pas de venir jusqu'à chez nous depuis Anvers de manière pratique, mais on y travaille. Alors, j'ai pris cet exemple-là, j'ai été assez long dans le développement de cet exemple, et c'est pas de chance pour vous cet après-midi, parce qu'il y a à peu près 13 matières premières principales dans l'enveloppe, donc vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Voilà. Enfin, vous pouvez fuir. Pardon. Donc, on peut probablement s'interroger sur la manière d'utiliser des matières premières pour avoir du travail et fabriquer des enveloppes sans nécessairement que ça ait de conséquences délétères sur notre environnement. Telles furent nos pensées à ce moment-là. Et on se disait juste, puisque ces gens-là savent faire les choses de cette manière, ça suffit pas de regarder, nous, comme fabricants d'enveloppes, comment travaille le fabricant de notre matière première principale, puisque plus ou moins 65% du prix d'une enveloppe est fait par le prix de son papier, de sa matière première principale. Il fallait qu'on s'interroge sur la manière de travailler chez nous. Et comment allions-nous, à notre tour, nous inspirer de cette méthode de travail qui nous semblait, à ce moment-là, vertueuse. Et le problème était sérieux puisque dans la fabrication de l'enveloppe, on l'imprime, on l'encolle, on tracte le papier sur plus ou moins 25 mètres à grande vitesse, de l'ordre de 300 mètres par minute. Et donc on doit, pour tracter le papier qui part d'une bobine, le plaquer entre des jeux de cylindres. J'ai perdu tout le monde. Non, pas du tout. Vous êtes très technique alors, donc ça va. Évidemment, ce serait plus facile si vous veniez à l'usine nous voir. On est à côté de Lille, dans le nord de la France, à la frontière belge. Donc si vous passez par là, passez un coup de fil, on sera très content de vous montrer. C'est plus parlant qu'un trop long discours. On tracte le papier, on le plaque pour ça avec des cylindres micro-alvéolés et on le plaque dans la machine et on va lui faire subir à nouveau 13 étapes de transformation à grande vitesse. Et pour fabriquer ces enveloppes,
qui très rapidement finissent en liste de courses puis dans la poubelle. Eh bien, figurez-vous qu'on avait l'habitude d'utiliser des encres avec des solvants, et qui nécessitaient d'ailleurs, pour nettoyer après une série, la machine, et changer de couleur, qui nécessitait d'utiliser de l'essence F, de l'acétone, des produits qui ne sont pas, a priori, hyper friendly. Alors, ils ne sont pas très amicaux avec le milieu naturel, mais ils ne le sont pas non plus avec la santé humaine. Vous avez tout à l'heure indiqué que probablement, si l'on décloisonne les problématiques que nous rencontrons, alors on se dit, il ne suffit pas de s'occuper dans l'entreprise uniquement de la question du rapport au milieu naturel. Et vous avez raison. En effet, la première des préoccupations était, dans notre cas, la préoccupation pour la santé. Parce que, encore une fois, il y a 25 ans, quand on entrait dans l'atelier, on prenait vraiment, pardon pour l'expression, mais un shoot de solvant en entrant. Et si on ne portait pas un masque et des gants, à la fin de la journée, on avait une crise de foie. Et en fait, personne ne portait de gants et de masques. Et donc, c'est à main nue qu'on utilisait ces produits-là. Alors, je vous décris une situation en France. C'est Zola. Bon, je pense que chez Elco, par exemple, ça devait être assez différent. Donc, chez nous, c'était comme ça. Et l'école était d'école qui, elle-même, était très efficace, bien entendu, mais alors absolument chimique, et d'une chimie lourde, qu'on utilisait aussi à main nue. Et puis, pour continuer, fabriquer une enveloppe se faisait avec une fenêtre, comme vous l'avez vu tout à l'heure, mais cette fenêtre était en plastique. Pourquoi en plastique ? Je n'ai pas bien compris, parce qu'en fait, on sait aussi faire des fenêtres en papier. Alors, on a questionné ces habitudes sur le plan de la santé humaine et on a cherché comment remplacer les encres. Et on a trouvé une encre à base d'eau, de pigments naturels et sans métaux lourds, qu'on utilise toujours aujourd'hui. Mais quand on a mis ça en œuvre, mes collègues m'ont interpellé sur le coût très élevé que ça allait représenter. Ils m'ont dit, bien essayer cette formule, mais ça va être cher. Très cher. Et oui, bien sûr, sûrement. De quel point de vue ? Demandai-je. Je fais un dialogue là, en fait. Ouais, ça passe pas du tout. Et si cher, vous mettez cher, mais cher. Et vraiment, dans un métier qui s'effondre, de moins en moins de volume acheté, de moins en moins de clients, une compétition qui est de plus en plus rude, je vous prie de croire que cher, ça nous concerne. Mais que voulez-vous dire par cher, s'il vous plaît ? Je ne comprenais toujours pas. Et finalement, un de mes collègues me dit « Mais si, enfin, voyons quoi, Emmanuel, on sait que vous êtes nouveau, mais enfin, pas complètement débile. Cher, ça va être cher sur le plan, ça va nous coûter plus d'argent. » Ah, d'accord. Donc ces nouvelles formules, moins toxiques pour la santé humaine et qui n'ont plus d'effet délétère sur le milieu naturel, sont plus chères sur le plan de l'argent, mais, demandai-je à mes collègues, le gars se met en scène en même temps, si tu veux. Après, je repars, vous inquiétez pas. Et puis, on va dialoguer avec Aline. Sur le plan de la santé humaine, c'est plus ou moins cher, cette nouvelle formule. C'est la chute, là. Et sur le plan du milieu naturel, cette nouvelle formule, plus chère financièrement, elle est plus ou moins chère sur le plan de l'effet que notre travail aura sur les déchets qu'on laisse ou qu'il faut transformer ou qu'il faut trier. Et ce raisonnement-là, nous l'avons, depuis cette époque-là, appliqué à tout. Alors, je vous fais grâce, peut-être, on va voir, des autres matières premières. Mais le raisonnement que nous avons donc eu était celui-là. On n'avait pas gagné au loto, il fallait faire attention, et il faut toujours. Parce que je fais le malin, mais on fabrique toujours des enveloppes et le marché ne va pas beaucoup mieux. Ça a continué de s'effondrer. Donc peut-être que si je reviens dans 2 ans, ce sera comme chômeur. Mais comme ça engage 70 collègues, j'ai intérêt à faire attention tout de même à ce que je raconte. Et surtout, faire attention à l'argent.
Donc, nous avons testé cette nouvelle formule d'encre, et alors que par le passé, on travaillait avec des tons directs qui appelaient des petits pots de 20 litres d'encre à la couleur que nous allions imprimer, avec cette nouvelle formule sans solvant, sans produits toxiques et à base uniquement d'eau et sans métaux lourds, nous avons pu acheter des couleurs primaires et les mélanger nous-mêmes. Donc on reçoit maintenant des fûts de 200 litres avec les couleurs primaires, et on a acheté une petite machine qui produit le mélange, de sorte qu'à la fin de la production, on récupère les résidus, on les remélange, et on a économisé, au bout d'une année de cet usage, 27% du coût total, alors que la formule base était 35% plus chère financièrement que l'ancienne formule. Donc avec un peu de temps et beaucoup de recherche et beaucoup de partenariats avec les fabricants des produits qui nous intéressent, on avait les moyens de réduire les coûts pour la santé humaine, de réduire les coûts pour le milieu naturel, mais aussi de réduire les coûts pour les finances. Et c'est ce que nous avons, à partir de ces années-là, choisi d'appeler d'un néologisme que j'ai trouvé dans un livre de Corinne Lepage, qui était anciennement ministre de l'Environnement dans mon pays, qui a été députée européenne et qui est aujourd'hui avocate, faire des économies. Il est plus économique de travailler de façon écologique. C'est tout à fait contre-intuitif. Et dans notre époque, et aujourd'hui encore, la première question qui se pose est celle des finances. Comment on va faire pour produire de manière plus efficace que nos concurrents, de façon à garder des marchés ou à gagner des marchés ou des parts de marché. Évidemment, l'entreprise dont je m'occupe n'est pas hors du monde et n'est pas hors sol. Et j'aime mieux dire tout de suite qu'un écart de 1% sur le prix de l'enveloppe nous élimine définitivement du contrat sans possibilité de retour. Il fallait donc rester dans les prix du marché pour rester dans la compétition, mais nous avions décidé que ça se ferait en réduisant la toxicité et en diminuant la complexité des produits qu'on utiliserait. Alors on me dit souvent, vous parlez beaucoup du milieu naturel, de la santé humaine, mais vous ne parlez pas des gens et de leur rapport au travail. Alors moi j'ai l'impression de ne parler que de ça. C'est-à-dire qu'évidemment que quand on se préoccupe de la santé, c'était un des sujets que vous abordiez dans les précédentes interventions, je m'étais d'ailleurs dit, si vous le voulez bien, je voulais vous questionner pour savoir combien de personnes qui sont ici, participaient tout à l'heure à la précédente intervention, pour que je me rende compte. D'accord. Et combien de personnes auraient parmi vous, après j'arrête les petits sondages, auraient éventuellement vu il y a quelques années un documentaire qui a eu un peu de succès, qui était le documentaire Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent. Voilà. Alors vous connaissez Pocheco. En fait, vous avez vu notre usine. À la fin de la première heure, on a témoigné pendant une dizaine de minutes, après Rob Hopkins, on a témoigné pendant une dizaine de minutes pour essayer d'engager la discussion autour de l'idée de baisser en fait l'impact sur l'environnement de nos activités. Maintenant, c'était il y a 25 ans, et pendant 25 ans, on n'a pas chômé, on a tout changé. On a tout changé sur la manière de capter et de produire, capter de l'énergie. On le fait en ayant remplacé la toiture. On projette ici un dessin aquarellé par un architecte, donc c'est mesuré, hein, c'est à l'échelle. Et on aperçoit que les toits de l'usine, c'est une très vieille usine qui date de 1848, mais on aperçoit les panneaux photovoltaïques qui sont représentés ici et qui permettent de couvrir 45% des besoins, depuis 20 ans, 45% des besoins de l'entreprise. Alors évidemment, cette production n'est pas suffisante pour faire 100%, donc on est relié aussi à des éoliennes qui sont à 2 km du site. De façon à dépendre exclusivement de l'énergie du vent et du soleil, avec un lien qui est quand même fait avec le réseau national. Ça coûte cher, ça coûte 3 fois plus cher de refaire sa toiture d'usine avec ce type de procédé. Mais ça rapporte de l'argent.
parce qu'en fait, chaque année, cette toiture produit un peu plus de 100 000 euros de résultats. Donc, la facture d'énergie a été baissée très considérablement, et ce qui, il y a 20 ans, n'intéressait personne, concerne beaucoup de gens aujourd'hui. On s'aperçoit à l'usage que, de fait, si l'on a le temps d'investir, si l'on prend ce temps-là, alors le changement est possible à condition de travailler d'abord l'analyse du cycle de vie, le bilan carbone, et d'être assez rigoureux dans le diagnostic et dans l'information qu'on en retire. Il est trop tard pour se raconter des histoires à nous-mêmes quant aux informations scientifiques dont on dispose. Et donc, il n'y a pas une intervention que je fasse où je n'interpelle les gens qui me font l'amitié de m'écouter et qui ont cette patience. Il faut, s'il vous plaît, si ce n'est pas déjà fait, je vous en prie, lire et faire lire les dernières synthèses des rapports du GIEC. C'est une lecture qui peut être décourageante à certains moments, étouffante, angoissante, anxiogène. Oui, pas si on considère qu'à notre échelle, on peut tout changer. Nous, en fait, avec cette petite usine et tout ce que nous y faisons encore aujourd'hui pour modifier des habitudes anciennes et réduire l'impact de notre activité sur l'environnement, parce que l'objectif, finalement, c'est d'entreprendre sans détruire, c'est de produire sans laisser de traces, et d'aller au bout de cette démarche-là, ce qui prend du temps, ce qui demande de l'investissement, de l'intelligence et beaucoup de travail. Mais le résultat, c'est que nous luttons quotidiennement contre le découragement. En effet, les nouvelles sont mauvaises, et depuis quelques années, matin, midi et soir, les journaux nous expliquent les différents aspects de la catastrophe liée au dérèglement du climat. Alors c'est tellement fort et c'est tellement anxiogène qu'il arrive qu'on se dise, je ne sais pas par quoi commencer. Et je ne referai pas le monde à moi tout seul, on le sait. Alors, nous, ce que nous suggérons au travers de ces témoignages que nous produisons, c'est qu'en fait, à notre échelle, dans notre entreprise, les citoyennes et les citoyens ne perdent pas leur citoyenneté en franchissant les portes de l'entreprise, fût-ce au nom d'un capitalisme récent. Le capitalisme plus ancien, celui qui m'anime moi, est un capitalisme de réinvestissement systématique des résultats dans l'entreprise, et non pas, le projet n'est pas fabricant d'enveloppes. Comment voulez-vous que je devienne numéro 1 mondial de quoi que ce soit, sauf à avoir envie vraiment d'être tout à fait ridicule. Non ? Bon. Mais je sais pas, une fois qu'on est numéro 1 en Europe de la fabrication d'enveloppes, on peut après se dire super, on va faire de la croissance parce qu'on est des tycoons de l'enveloppe, et puis alors derrière on va devenir numéro 1 sur un second continent, et puis pourquoi pas, allez, on y va, un troisième, et puis allez, hop. Et on fait quoi après ? On va sur Mars ? Pardon, pour Elon Musk, mais on va sur Mars. Excusez-moi, mais quelle est l'idée derrière tout ça ? Quel sens est-ce qu'on donne au travail ? Quel sens est-ce que nous donnons au travail ? C'est vous, je crois, Denis, qui me disiez, je profite de l'occasion pour vous remercier de votre invitation et du temps que vous mettez à préparer cet événement. C'est vous qui me disiez, je crois, que 40% des citoyens de votre pays ne trouvent plus de sens dans leur travail. Et les entreprises cherchent des salariés et ne les trouvent plus. Alors la réponse est simple. Ils n'ont pas l'intention de perdre leur vie à la gagner. Et par conséquent, soit nous changeons, soit nous déposons le bilan. À moins que, bien sûr, des petits robots fassent le travail à la place. Alors, ça sert à rien de devenir numéro 1 mondial. Il y a de l'information cet après-midi, vous allez voir. On repart pas complètement à poil d'une réunion comme ça. Ça sert à rien de devenir numéro 1 mondial. À la croissance qui nous intéresse, nous dit Rob Hopkins, justement, dans le film de Mélanie et Cyril, c'est celle de la connaissance. Parce que quand je partage quelque chose avec vous, je ne l'ai pas perdu. C'est toujours à moi, mais c'est maintenant à vous. Et alors là, on va pouvoir s'inspirer et travailler ensemble et développer. Alors oui, la croissance de la connaissance, allons-y là-dessus, il y a du travail. Je ne sais plus où j'en suis. C'est malin, parce que c'est de votre faute. C'est pas moi, hein, c'est eux. Comment ? Ouais. Le sens. Voilà, exactement. Merci.
C'est gentil de suivre. Le sens qu'on donne au travail. Et oui, je m'emporte parce que, et finalement, j'ai l'impression qu'on n'a qu'une vie et je me dis, mais à quoi on s'accroche? Moi, j'ai envie que mes collègues aient du travail dans des bonnes conditions et qu'il s'agisse de produire de la qualité sans s'empoisonner et sans que nos déchets intoxiquent le milieu naturel. Je n'ai pas envie de porter la responsabilité de la destruction massive à laquelle nous sommes en train soit d'assister, soit de participer d'une façon ou d'une autre. Je ne suis pas venu pour accroître vos inquiétudes, je suis venu pour vous dire il n'y a que des solutions possibles. À condition, pour nous en tout cas, la condition a été de se détacher de certains dogmes en s'en libérant. Par exemple, l'argent est un moyen d'entreprendre et ça n'est pas une fin en soi. Donc on réinvestit l'argent dans l'entreprise et quand on en gagne, ça permet de produire de la formation, de produire de la connaissance, de produire, d'acheter les meilleures machines du monde. On est trop pauvre pour s'acheter de la merde. Pardon. Je ne passe pas non plus. Si ? Bon, alors applaudissez-moi carrément un peu, parce que ça m'encourageait quand même. Non, non, c'était une farce, pardon. Je suis pas, non, fishing for applause, ça va pas. Et puis ensuite, l'échelle des salaires est de 1 à 4. On est sur un marché difficile, et je ne fais la leçon à personne, je suis pas venu pour ça. Pocheco n'est ni un exemple, ni un modèle, c'est éventuellement un démonstrateur. C'est un endroit qu'on peut visiter, c'est des gens qu'on peut rencontrer. On sera gentil de pas nous jeter enfin, on est vivant, on est là, et on vous reçoit. Et finalement, ce site est devenu un corridor de biodiversité, parce que l'usine est devenue zéro déchet. Ça ne veut pas dire qu'on ne produit pas des déchets, mais ça veut dire que comme on a fait de l'analyse du cycle de vie sur toute la chaîne, tous les produits qu'on utilise sont biodégradables et recyclables, sans laisser de toxiques. Donc, on se sent moins coupable, plus responsable, et on a investi ce qu'on gagnait là-dedans. Alors, l'échelle de salaire de 1 à 4, je suis le patron de la boîte, et je suis au salaire de base. Mais parce qu'on a eu un incendie il y a 10 ans, et que je ne me voyais pas demander la modération salariale à des gens depuis la fenêtre de ma Maserati, si tu veux. C'était un peu compliqué. Donc, encore que j'aurais dû tenter le coup, peut-être. Électrique. Bien sûr. Ça n'existe pas. Bon, miniature. Bon, une chose est sûre, c'est que si je dois me reconvertir, je ne ferai pas du one-man show. En revanche, si vous venez visiter cette usine, donner du sens au travail, réduire l'impact de l'activité sur l'environnement, devenir zéro déchet, c'est pas suffisant. Il faut penser que tous les produits qui rentrent vont ressortir et que quand ils sont triés, nous allons les réutiliser. Alors, par exemple, un dernier exemple, parce que je suis dans les 5 dernières minutes de la première demi-heure qu'on s'était fixée. Et puis après, je vais répondre à vos questions et peut-être que j'aurai l'occasion, ou aux questions que vous aurez, et j'aurai l'occasion de rebondir par des réponses interminables, comme cette première partie. Donc, on ne change pas une équipe qui perd. Voilà. J'ai encore perdu le fil, il faut que je me calme. C'est les 5 minutes qui me... Tout d'un coup, je vous l'avais demandé pourtant, ça m'a troublé. Entre, ressort, on en était là, je crois. Merci beaucoup. Vous êtes structurante, vous savez. J'essaie. Oui, par exemple, je vous ai dit qu'on avait coupé le gaz et le... Plus de pétrole, plus de gaz, je ne l'ai pas dit. Plus de pétrole, plus de gaz depuis 20 ans. Parce qu'en fait, comme on a réduit la consommation d'énergie dans l'usine en changeant les matériels, on a placé des panneaux photovoltaïques, on s'est relié au réseau d'électricité durable, on a récupéré aussi la chaleur des machines pour chauffer l'hiver. Mais on a quand même besoin d'un complément le lundi matin parce que l'usine s'arrête, elle tourne 24 heures sur 24, mais on s'arrête le week-end. Et donc, on a installé une chaudière à pellets. Et les pellets viennent de 10 km. En fait, ils sont préparés par Emmaüs. C'est des
vieille palette décomposée, vous connaissez ça mieux que moi. C'est décomposé, c'est porté dans un container qui arrive chez nous, qui est vidé dans la réserve et qui repart, pas à vide, mais qui repart chez Paprec, qui recycle, avec les papiers que nous avons triés préalablement. Et donc, tout est réutilisé. Alors, cette usine est zéro déchet, elle est aussi zéro ressources hydriques, elle est autonome en ressources hydriques industrielles. C'est-à-dire qu'on récupère sur la toiture qui a été végétalisée de l'eau de pluie, et quand la toiture est suffisamment arrosée, le résidu arrive dans des cuves qu'on utilise, et comme les encres qu'on utilise, j'étais suffisamment long sur les encres, sont à base d'eau et de pigments naturels, il suffit de mélanger ça avec un peu de savon de Marseille, et ça permet de nettoyer les machines. Alors, la boue résiduelle n'est pas toxique, mais elle est ensuite diffusée par goutte à goutte dans la bambousette phytorémédiation qu'on a plantée à l'entrée de l'usine pour pouvoir consommer cette eau, cette boue. Et alors, les bambous activent par leur système racinaire des bactéries qui décomposent les souillures et s'en nourrissent, puisque le bambou, qui est non gélif jusqu'à moins 25 degrés, est aussi persistant et non caduc. Donc, il travaille toute l'année. Lui. Voilà, bon, merci de votre attention bienveillante. Je me suis dit que j'allais me lever pour signifier que nous approchions de la fin de cette première demi-heure qui déjà... Voilà, nous avons bien entamé la deuxième, mais merci beaucoup Emmanuel Druon pour ce récit. Pour tous ceux qui aimeraient avoir le récit, pas intégral, mais presque, de la transformation de cette entreprise, je vous propose de lire Économie. C'est sympathique à lire, un petit peu comme de vous écouter. Il y a un autre livre qui s'appelle Économie 2. Alors là, ça doit être super, mais je vous avoue que je ne l'ai pas lu. Mais ça parle de votre autre activité qui est donc ce cabinet de conseil, ça fait rare, qui accompagne les entreprises dans la transition. Merci pour cette présentation, et puis je pense que c'est bien de vous avoir entendu. Pour tous ceux qui n'ont pas encore lu la synthèse du rapport du GIEC, de savoir que des solutions existent avant de le lire, je pense que c'est bien de le faire dans ce sens-là aussi. J'ai envie de vous poser juste une question avant de passer la parole à la salle. Qu'est-ce que ça requiert de la part d'un patron comme vous et de ses équipes pour mener à bien une telle transformation? Ça ne s'est pas fait en un jour, ça s'est fait sur 20-25 ans, mais qu'est-ce qu'il faut, enfin, quelles ressources faut-il avoir pour se lancer là-dedans? De la curiosité. Ça suffit? Je crois que c'est un point important. Le découragement est toujours là. Quand on voit le monde s'effondrer, on se dit, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle? Je sais que je ne changerai pas le monde à moi tout seul. Donc, il faut activer quelque chose de positif. On avait à résoudre cette énigme-là, qui est celle que j'ai essayé de raconter. Et donc la curiosité, la recherche, alors d'abord dans les livres, beaucoup de réponses simples. Les sédums, qui sont ces plantes semi-rustiques qui sont sur la toiture, on a eu l'idée en lisant un bouquin sur les toitures végétales. Il y a des toitures végétales depuis la Californie jusqu'à la Norvège, donc c'était nous qui étions pas au courant. On s'est mis au courant, et ma collègue Élodie, sans qui tout ça ne serait pas arrivé, parce que moi je cherche et elle trouve. Donc elle a travaillé avec le laboratoire de botanique local pour vérifier que les sédums en question ne seraient pas invasifs, et que c'était des espèces qu'on trouvait, ou des variétés qu'on trouvait dans les infractuosités des murs à l'état naturel dans notre région. Et c'est à partir de là qu'on a enclenché ce travail-là de manière extrêmement pragmatique, comme le fait n'importe quelle industrie. Faire de l'industrie, être industrieux, c'est d'abord être curieux, peut-être un peu créatif. Alors, pour déclencher, après la curiosité, la créativité, il faut un peu de confiance en soi. On s'est aussi parfois complètement trompé. Mais il faut un peu de confiance en soi, et déclencher la créativité ne peut se faire que si l'on se débarrasse, selon moi, d'un certain nombre d'oripeaux, d'obligations, ou qui nous semblaient des obligations. Par exemple, il faudrait faire de la croissance, sans quoi tout se casse la figure. C'est pas vrai. Ça fait 25 ans que nous ne faisons pas de croissance, et que nous sommes toujours là.
Donc je pense que l'économie est une technique qui, si on l'applique partout, dans tout le spectre de l'entreprise, est un matelas qui nous permet d'absorber une partie du choc des crises qui se succèdent. Donc c'est aussi un instinct de survie, pour répondre complètement à votre question. C'est un instinct de survie, mais justement, c'était le mot que j'avais en tête, mais ce n'est pas uniquement de la survie industrielle, c'est de la bonne vie industrielle. Oui, ça va bien au-delà de la survie, bien sûr. Et oui, dans la précédente conférence, j'entendais ça. J'entendais qu'on se questionnait sur la manière de mobiliser l'équipe. Mais alors, on peut parler et vous avez parlé du bureau d'études. On reçoit plus ou moins 7000 visiteurs par an à l'usine, qui sont des gens qui nous demandent ensuite de les accompagner dans leurs entreprises pour enclencher cette démarche. Et donc, avec les salariés des entreprises, avec l'accord, bien entendu, des dirigeants, nous déclenchons des opérations avec les salariés et on les interroge. Et en fait, on arrive à mobiliser à peu près, comme le disait la dame tout à l'heure, la dame qui représentait la commune de Meyrin, je crois, disait, on arrive à déclencher, elle disait 5%. Moi, j'ai vu plus ou moins 10% des salariés qu'on appellera des engagés. À titre personnel, à la maison, déjà, ils sont très préoccupés du zéro déchet, ont un plan de covoiturage, vont à vélo, font attention et aimeraient qu'au moment où ils franchissent la porte de l'entreprise, ils puissent continuer d'appliquer la même technique. Les engagés, qui vont, et c'est ce que nous disait la dame, et je le confirme, on l'a constaté dans les 350 entreprises qu'on accompagne, vraiment, la majeure partie des gens, quand on les rencontre, sont des indécis, manquent d'informations, sont pas contre, pas pour, mais on ne sait pas. Et en fait, vont être la masse des gens qui... et puis, il reste 10% que nous appelons les enragés. Et on les laisse tranquilles. C'est leur droit, ils n'ont pas envie. Avec... En effet, 5, 10, 15% d'engagement, on bascule complètement. Et c'est donc bien l'affaire d'une équipe. Et tout ça, c'est très très bien raconté dans cet autre livre que vous êtes très chanceux, vous allez pouvoir recevoir à l'issue de cette conférence. Ça s'appelle « Engager son entreprise dans la transition, je passe à l'acte » et ça a été écrit par l'un de vos collaborateurs. Un de mes collègues. Un de vos collègues, exactement. Édouard Sellier. Alors... Une question, monsieur, et on va vous apporter un micro et je vais demander à Denis de faire le gardien du temps pour moi parce que j'ai renoncé à mon téléphone. Merci. Merci pour cette présentation, c'était très intéressant. Donc Michel Fabre, je suis conseiller municipal dans cette belle ville. J'ai une question qui m'interpelle en fait. Vous avez dit que 1 centime sur une enveloppe vous discrimine d'un marché. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les entreprises moins vertueuses, qui vont produire moins cher, soient d'une quelconque manière impactées et des prix de revient supérieurs à la version éco? Est-ce qu'on peut envisager alors j'aime pas parler d'impôts, mais des impôts modulés en fonction de la, comment dirais-je, de la dangerosité ou des modes de production? J'en sais rien, mais si vous êtes discriminé en étant propre, on va jamais réussir, on va jamais y arriver en fait. Merci monsieur le conseiller. Si, on va y arriver. On doit y arriver. On le doit évidemment aux générations qui viennent et aux vivants d'aujourd'hui. Donc en fait, tout est une question de... Alors vous avez raison, il y a un engagement de l'État, il y a un engagement du donneur d'ordre et il y a un engagement de l'entreprise. Si je me suis mal exprimé, pardon, nous sommes moins chers. Il nous est arrivé de perdre des contrats parce que sur ce marché en effondrement, il y avait plutôt des opérations de dumping. Donc pourquoi est-ce qu'on laisse faire du dumping? Comment se fait-il qu'en France, des gens vendent à perte alors que la loi l'interdit et que le système tel qu'il est développé et poussé dans ses extrêmes aujourd'hui autorise y compris de tricher? Alors si on ne triche pas, nous ne sommes pas les perdants. On a traité jusqu'à 70% du marché français de l'enveloppe éditique de gestion certaines années avec notre capacité de production de 2 milliards et notre indépendance financière. J'ai entendu parler que très récemment, les marchés publics
en France jusqu'à 100 000 euros. Si vous validez des qualités environnementales reconnues et précisées avec vraiment moult détails, à mon avis, on est capable de vérifier que c'est vraiment sérieux, alors vous n'êtes plus soumis à la règle des marchés publics qui bénéficie au moins 10 ans financiers. Ce ne sont pas des réponses faciles et ce ne sont pas des réponses complètes que je vous donne, monsieur. Je vous donne une réponse qui est par ailleurs complémentaire, c'est que nous avons démontré que, à toute chose égale par ailleurs, nos produits sont moins chers à produire sous cette forme non toxique que lorsqu'ils étaient plus toxiques. Donc, ce que j'activerai ici, c'est la créativité. Et c'est là que je voulais en venir, si vous me permettez de rebondir, parce que je n'ai pas tout à fait terminé, sur la créativité. Si vous vous détachez de l'obligation de croissance, si vous n'êtes plus, matin, midi et soir, porté à devenir le numéro 1 de quoi que cela soit, mais que vous vous concentrez sur votre travail dans votre petite entité, c'est une petite entité, j'ai la chance, on n'est que 70, c'est une petite équipe, alors la créativité se libère parce que vous n'êtes plus obligé d'utiliser les oripeaux du travail en entreprise tels que les systèmes de management beaucoup à l'anglo-saxonne nous ont amenés à les mettre en œuvre depuis 20 ans. Toute cette hiérarchie où il y a toujours un N-12 qui se confronte au pouvoir du N plus, je sais pas combien, 2, et qui est mal à l'aise par rapport à cela, mais en même temps confortable dans sa case. Je pense que le temps de l'agilité est venu et que, si j'en crois les rapports du GIEC, il est temps d'aller vite vers des options plus fortes, en prenant des risques et en résolvant les problèmes qui se posent à nous, mais de manière ponctuelle. Il y a 235 000 entreprises industrielles encore sur notre territoire, en France métropolitaine. Je me dis que si 235 000 entreprises deviennent un corridor de biodiversité, comme c'est le cas de Pocheco, ce n'est pas qu'une illustration aquarellée, c'est le reflet de la réalité. Je ne pourrais pas dire exactement s'il y a ce nombre d'arbres et s'ils sont tous de ce format-là, mais on est très proche de cela. On a pris la décision de faire des corridors de biodiversité en débitumant le sol pour intégrer mieux l'eau dans les sols plus rapidement. Tout ça sont des dépenses zéro, ça coûte rien. 235 000 sites sont entretenus, l'herbe est tondue, la nature doit toujours être sous contrôle. Ici, pas du tout. On croit au réensauvagement, même par petits échantillons. Et donc, si 235 000 sites industriels, si les collectivités, si les toits de nos villes, progressivement, quartier par quartier, îlot par îlot, produisent ces choix-là, évidemment que ces techniques seront moins coûteuses qu'elles ne le sont aujourd'hui. Et donc, on va aussi regagner sur le plan, je crois, du coût financier. Il faut simplement investir et donner un peu de temps au temps. Et réensauvager à grande échelle. Oui, c'est possible. J'ai un exemple. Oui. GRT Gaz en France distribue le gaz. Ils ont 5000 points de contrôle où les tuyaux sortent du sol. Ça fait 100, ça fait 1000 mètres carrés, pas plus. C'est systématiquement avec des graviers et bourré de glyphosate. Ils ont décidé d'arrêter ça et de tenter exactement le contraire. Et ça marche. Ça veut dire que, et on a travaillé avec l'association dont Hubert Reeves est l'astrophysicien et écologue est encore le président d'honneur à l'heure où on se parle, eh bien, Hubert Reeves nous disait, c'est en multipliant ces opportunités-là qu'on recrée en fait des traits d'union et des corridors pour la faune et la flore. Alors il faut y aller, il faut libérer l'espace. Est-ce qu'il y a d'autres questions, madame ? Alors, on va vous amener un micro. Merci, bonjour. Chloé Allègre. Je vous remercie vraiment pour votre intervention qui est enthousiasmante, aussi bien sur le fond que sur la forme. Merci. Et j'avais deux questions. La première, c'est vraiment par rapport à votre usine, au niveau de l'eau, ça consomme énormément d'eau, et uniquement en récupérant l'eau autour de votre entreprise, vous arrivez à être autogéré. Alors, il faut que je sois plus clair. Oui. J'ai décrit au début la fabrication de la pâte à papier, et puis du papier, qui, là, consomme beaucoup d'eau, mais rejette 95% après l'utilisation. Il ne reste que 5% d'eau dans une feuille de papier. Nous n'avons pas beaucoup besoin d'eau, mais tout est couvert par la récupération du résidu des eaux de pluie qui n'a pas été évapotranspiré.
en effet. Parce que simplement, le ratio entre la surface de la toiture, la débitumisation, je ne sais pas si le mot existe, oui. On comprend. Merci. Vraiment très bienveillante avec moi. L'imperméabilisation, désimperméabilisation des sols. Et le fait d'avoir planté des cuves dans le sol, ça s'équilibre pour l'instant. Parce que là, ça fait quand même 6 semaines qu'on n'a pas de pluie, et donc on commence à avoir soif. Mais en gros, oui, ça suffit. D'accord, très bien. On est en train de travailler, par exemple, à 100 km de chez nous, dans une usine du groupe ArcelorMittal à Péram, à Isberg, 100 hectares que je ne décris pas. Eh bien, si on regarde les toitures, si on regarde le travail que l'on va faire, ça prendra 10 ans, mais il y a des solutions. D'accord, merci. Merci. Ma deuxième question, c'est est-ce que justement vous avez réussi à créer un tissu avec les entreprises qui sont autour de vous pour travailler de façon collaborative, participative, partager vos idées et vos façons de travailler? Oui, madame, ça s'appelle la vallée de l'économie. Et nous l'étendons le plus possible, notamment par un réseau de circulation cyclable sans croisée de voitures, en travaillant à la fois avec notre région, notre département, les villes alentours et les entreprises alentours. J'ai pris l'exemple tout à l'heure de Paprec qui va chez Emmaüs à 10 km chercher les palettes, qui arrive chez nous, qui livre les palettes et qui récupère les papiers pour aller les réutiliser à 10 km. Donc ça se développe de plus en plus rapidement. Je vous remercie. Merci à vous. Il y a la Silicon Valley et la Economy Valley. C'est formidable. Plus qu'une minute et une question, donc. Madame. Oui, vous avez un côté François-Xavier de Maison et c'est génial pour un entrepreneur. C'était très intéressant votre exposé parce qu'à un moment donné, c'est vrai qu'il faut que chaque entreprise parle de son métier, de son cœur de métier, de son activité. Et il y a une dimension technique. Mais en même temps, il y a une dimension du discours qui est totalement transférable. Et justement, en fait, je voulais savoir si vos clients étaient sensibles à votre démarche, si ça pouvait être un argument de vente. Excusez-moi, mais j'ai encore pas tout à fait compris les limites que vous vous mettiez en termes de croissance et notamment les limites géographiques. Voilà, parce que c'est quand même important. Et d'autre part, je voulais savoir quelle était... Parce que vous dites, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qu'on peut faire à notre échelle. Mais l'échelle du marché et l'échelle d'une usine et l'échelle d'une activité, tout ça, c'est imbriqué. Et justement, ma deuxième question concernant votre lien au territoire, si vous avez éventuellement une synergie avec les paysans, et par exemple, est-ce que, je sais pas, il y a un système de panier, parce que c'est quand même eux qui nous nourrissent. Et je pense qu'une entreprise citoyenne, est-ce qu'elle intègre cette dimension-là? Et est-ce que dans votre cabinet d'études, vous vous amenez, c'est un item? Merci. J'ai Voilà, 60 secondes pour vous répondre. Déjà plus que 30, mais allez-y. Alors, de plus en plus, nos clients s'intéressent au sujet. Et ça ne fait pas vraiment la différence, mais ça commence à influencer les choix. Bien entendu, nous contrôlons le bilan carbone de toute l'activité, mais pas seulement, puisque nous parlons, nous, plutôt de bilan climat. Et donc, j'ai décrit tout à l'heure, un peu longuement, le chemin que fait le type de papier que nous utilisons parce qu'il a des qualités mécanographiques spécifiques et que cette forêt dont j'ai parlé est en Finlande, soit à 2000 km de chez nous. Je préférerais qu'elle soit implantée plus proche, mais ce n'est pas le cas. Donc nous avons tenté de réduire tous les effets du transport, tout en favorisant, il faut le dire, depuis 25 ans, la replantation de 3 millions d'arbres, quand nous en avons coupé 300 000 pour la production de notre entreprise depuis 25 ans. Et puis, nous sommes nous-mêmes devenus agriculteurs, en fait, permaculteurs. En fait, on fait de la permaculture en agroforesterie et phénoculture à 100 mètres de chez nous, parce qu'il se trouve que la chance que nous avons, c'est que notre usine est dans un village d'une zone rurale qui jouxte un parc naturel de 560 hectares, ce qui est rare dans la métropole de Lille. On a beaucoup de chance. Et donc, ce que vous voyez à l'image, c'est que nous avons fait comme nous avions vu en Indonésie. Une préfecture exigeait de l'usine agroalimentaire que nous accompagnions à cette époque-là de doubler sa surface occupée par des bâtiments par une surface où l'eau
introduit dans le sol. Et nous avons ajouté ça que notre voisin est un fermier qui va prendre sa retraite et qui nous a libéré un hectare 3 dans lequel nous produisons de la permaculture et nous livrons aujourd'hui 20 restaurants de la ville de Lille avec nos produits et nous sommes en train de rénover un bâtiment pour créer un self où nous transformerons sur place les produits de la permaculture en agroforesterie et phénoculture. Pour une réponse plus longue, il faudra venir me voir. Voilà, donc vous faites plus que des paniers en fait. Mais merci encore et merci à toutes et à tous. Et on aura l'occasion de poursuivre cette discussion avec tous les intervenants de la journée lors de la table ronde qui se tiendra ici aux alentours de 18h, mais soyez déjà là à 17h30 parce que il y aura l'introduction, la préparation de la table ronde, l'accueil des intervenants. 17h30, voilà. Donc, il vous reste un petit peu moins de 30 minutes et nous nous retrouvons ensuite ici. Merci beaucoup.